Alors, il y a une question. Plusieurs choses. Non, mais c'est pas le temps. Non, mais après. Ouais, après. Enfin, moi, ça prend. Non, mais allez-y. Ça prend combien de ça prend? Interviens, puis j'interviendrai après toi. Alors, en fait, bah, c'était juste une remarque, justement, par rapport à ce que vous avez dit sur la question des classes, des races. Donc en les opposant un peu, en fait, j'ai senti voilà, une opposition et en fait vous avez plusieurs fois rappelé voilà, différents moments révolutionnaires et progressistes, donc le CNR, le Front Populaire et puis la Commune du 148, la Révolution du 10 août 1792, la Révolution de 1789. Moi, j'aimerais juste illustrer un angle mort, à mon avis, dans cette opposition stérile, je pense, entre lutte des classes et lutte des races. Il y a une révolution magistrale, unique, que vous n'avez pas évoquée dans tous ces moments révolutionnaires. C'est la révolution de Saint-Domingue en 1791. Une révolution unique. Une révolution d'esclaves qui brisent eux-mêmes leurs chaînes, qui aboutit à l'indépendance de Saint-Domingue, donc d'Haïti, en 1804, et qui encore aujourd'hui en France, qui fait partie pleinement de l'histoire française, et qui est encore aujourd'hui occultée en France. C'est-à-dire on ne connaît pas cette révolution, on ne comprend pas que ça fait partie de l'histoire française, il y a encore un gros silence sur cette révolution. Moi, j'ai l'impression que ce silence, en vous écoutant et en écoutant pas mal de gens de gauche, finalement, qui n'en parlent pas, je me dis que ce silence vient aussi du fait que cette révolution ne correspond pas à l'idée qu'ils se font d'une révolution qui finalement est uniquement liée à la lutte des classes, parce que la révolution de Saint-Domingue, c'est aussi une lutte des races. Race au sens, on sait tous, les races n'existent pas, race au sens sociologique du terme. C'est ça qu'on appelle la race. La race, elle est construite, elle n'est pas construite par les gens qui subissent le racisme et qui là ont subi l'esclavagisme. Elle est construite par ceux qui ont construit ce système, justement, par un système raciste. Et là, ce système raciste et esclavagiste va être finalement, mais d'une manière, encore une fois, il faut le rappeler, unique au monde, une révolution d'esclaves qui n'est pas un échec, qui est une réussite pleine et entière. Là, c'est évidemment, on peut parler de lutte des classes, mais il y a aussi la lutte contre un système raciste. Le problème, quand vous dites que vous êtes un antiraciste radical, en ne mentionnant par exemple même pas cette révolution, il faut... Non, il y en a d'autres aussi que j'ai il y en a d'autres, mais celle-ci fait partie... Quand vous dites... Alors, j'avais noté, voilà, qu'en 1789, la Fédération du peuple, c'est ce qui a permis la Révolution française, donc première révolution, première étape de la Révolution de 1789, qui est une révolution... Alors moi, cette révolution m'intéresse, et justement m'intéresse par rapport au point de vue dans les colonies esclavagistes. Justement, là, il y a une question de lutte des classes, mais il y a aussi une question de lutte des races, parce que vous savez très bien que les principes de cette déclaration de 1789 ne seront pas appliqués dans les colonies françaises. Ce sera et en fait, là où cette révolution de 1791 est aussi très importante à comprendre, c'est que les esclaves de Saint-Domingue, ils n'ont pas attendu l'abolition de l'esclavage en 1794, proclamée par la République, pour se libérer de leur chaîne. Ils n'ont pas attendu un texte, ils n'ont pas attendu un décret. Et ça, c'était juste pour illustrer le fait d'opposer cette fausse opposition, cette opposition stérile, à mon avis. Finalement, elle illustre des angles morts dans la compréhension qu'on peut se faire du racisme. Parce que là, on a parlé de l'islamophobie, mais l'islamophobie, c'est pas le seul racisme. Là, par exemple, si on parle du racisme dans les colonies esclavagistes américaines, voilà, c'est le racisme anti-noir, qui est un racisme qui est peut-être le racisme le plus puissant, qui a donné lieu à une littérature de justification esclavagiste absolument affreuse, inique.
en ne parlant que de lutte des classes et en disant finalement de façon un peu incantatoire « je suis un antiraciste radical », mais en refusant de comprendre les racines de ce racisme, je pense qu'on se ferme des portes et on aboutit finalement à cette opposition un peu stérile entre lutte des races et lutte des classes. Les deux ne s'opposent pas, mais ne voir dans le racisme finalement qu'un problème un peu moral qui suffit par incantation finalement de condamner, ça pose un problème aussi. Quand on le voit, la lutte des classes, tu l'as rappelé tout à l'heure, les classes aussi, ce sont une construction. Et cette construction... Je peux répondre ou pas? Ah bien sûr, non, mais c'était juste voilà, pour illustrer, c'est-à-dire je pense, voilà, cette opposition, elle n'a pas lieu, elle est souvent faite en France. Vous la faites, moi j'ai l'impression qu'en fait depuis que je suis gamine, on me dit d'ailleurs race, voilà, on n'en parle pas, c'est un mot qu'on condamne, évidemment si on l'emploie au sens non sociologique, c'est un mot condamnable, mais de ne parler que de lutte des classes, c'est se fermer à beaucoup, là en l'occurrence à une révolution unique au monde et ça pose un problème en fait de compréhension du racisme et de l'antiracisme. Vas-y, Virginie. Je peux répondre? Oui, bon. Là où c'est très compliqué, hein, c'est que lorsqu'on a peu de temps et que chacun parle d'une chose auquel pour répondre, il me faudrait 5 à 10 minutes pour cette chose-là, 5 à 10 minutes là, 5 à 10 minutes là, 5 à... C'est compliqué. C'est le grand débat de Macron, les intellectuels. Voilà. C'est un peu compliqué de répondre parce qu'il faut bien évidemment du temps. Alors je vais essayer de répondre rapidement à ce qui a été dit. Alors premièrement, sur le problème des puissances mondiales, c'est-à-dire de la géopolitique, puisque ça a été posé par Ramzy notamment. Moi, je pense que dans l'analyse du monde, le fait d'avoir des grandes entités comme les États-Unis, la Chine, etc., ça entraîne dans le monde des problèmes géopolitiques. Et que face à des puissances comme celle-là, eh bien, se refermer sur une frontière, eh bien, on ne fait pas le poids. Voilà, je ne veux pas aller plus loin que de dire ça. Bon. Ça veut dire qu'il faut des systèmes d'alliance. Et si je dis je suis pro-européen, c'est parce que je pense qu'il faut des systèmes d'alliance. Et si vous lisez par exemple un de mes livres que j'ai amené ici, c'est-à-dire Penser la République sociale, eh bien vous verrez que pour moi l'Europe, il y a toutes les rives de la Méditerranée. Voilà. Et que de ce point de vue-là, moi je ne m'arrête pas, quand je dis je suis européen, je ne m'arrête pas aux frontières que les autres disent Europe. Voilà. Moi je pense que pour être libéré du nazisme, eh bien heureusement qu'il y a eu la glorieuse armée soviétique. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, ça me va bien. C'est-à-dire que grâce à l'armée russe, et aussi, bien sûr, de l'autre côté, l'armée américaine, eh ben, on ait pu en finir avec le nazisme. Bon, donc de ce point de vue-là, moi je suis pour l'euro-méditerranée. Voilà. Alors, c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est lire mes livres. Hein, bien évidemment, je fais une petite pub là-dessus. On n'est pas tous d'accord. Attendez, non, je ne sais pas. Mais attends, je vais quand même répondre parce que j'ai d'autres choses. Hein. Ou alors, vous me réinvitez sur des problèmes un peu... Parce que j'ai écrit 7 ou 8 livres, je ne peux pas résumer en un quart d'heure sur tous les sujets ce que j'ai écrit. Voilà. Donc ça veut dire que, oui, il faut rassembler des peuples pour peser sur le plan géopolitique. Voilà. La deuxième chose m'a posé, qu'est-ce que tu penses de populophobie, etc. Disons que très clairement, je me méfie de tous les nouveaux mots.
que les anciens mots suffisent à mener la bataille. Quand je dis « je suis contre tous les racismes », ça veut dire tous les racismes contre tous les éléments, tous les groupes humains. Donc s'il y a un racisme contre un peuple, je suis contre ce racisme contre ce peuple. Si c'est un racisme contre une ethnie, je suis contre le racisme contre cette ethnie. Si c'est le racisme contre une religion, je suis contre le racisme contre une religion. J'ai pas besoin d'inventer un nouveau mot, j'ai pas besoin du mot antisémitisme, j'ai pas besoin du nouveau mot islamophobie, j'ai pas besoin de populophobie. J'ai le mot racisme, c'est-à-dire cette volonté, en fait, de s'opposer à une portion de l'humanité. Et sur le problème des races, je le dis, je suis partisan qu'il n'y a qu'une seule race au monde, c'est la race humaine. Comme une race. tous, Et que... Non, tous ici, laissez-moi finir. Oui, mais rappelons-le quand même. Je ne vous ai pas interrompu. D'accord. Donc soyez gentils, on ne sera sans doute même pas d'accord à la fin de la séance, mais nous resterons bons amis quand même. Là-dessus, voilà. Bon. Sur le problème de la laïcité, je suis l'un des seuls à donner la définition. Si vous prenez mon livre « Laïcité, plus de liberté pour tous », vous avez la définition de la laïcité en 4 items. Voilà. C'est justement je combats tous ceux qui utilisent ce mot sans définir. Dans le temps, ce n'était pas besoin de le définir. Parce qu'au moment de la loi de 1905, Jaurès et Aristide Briand avaient la même définition de la laïcité que le pape. La différence, c'est que le pape était contre la laïcité, ouvertement, il le disait, et Jaurès était pour. Mais tout le monde avait la même définition de la laïcité. Là où il a commencé à y avoir le relativisme culturel, à partir de la sociologie américaine, cette sociologie américaine qui est rentrée à l'EHESS, vous voyez, je dis les choses, oui, oui. Non, mais donc, on n'est pas forcément d'accord. De ce point de vue-là, je pense effectivement que c'est le néolibéralisme qui a amené le relativisme culturel et qui a détruit la définition des mots. Pour vous expliquer cela, je vais vous prendre un autre mot, de façon à dépassionner le débat, c'est le mot démocratie. Au moment de la Révolution française, lorsqu'il y a une volonté de combattre la monarchie de droit divin, 2 intellectuels s'opposent, l'abbé Sieyès d'un côté et Condorcet de l'autre. Sieyès disait « la France ne saurait être démocratique ». Et il propose un gouvernement représentatif antidémocratique. Donc lui, il était honnête, Sieyès. Il disait « moi je suis contre la démocratie, donc je propose le gouvernement représentatif où le peuple élit les dirigeants font ce qu'ils veulent ». Aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie, aujourd'hui, c'est ce que Sieyès appelait le gouvernement représentatif antidémocratique. Pour moi, la démocratie, c'est la définition des 4 conditions de Condorcet. Elle est dans mes livres, je n'ai pas le temps de la développer, mais si vous me poussez, je vous la donne. Bon. L'Église catholique n'est plus puissante. Alors là, je suis en désaccord avec vous pour une raison simple. J'ai mené la bataille pour une loi contre les signes religieux à l'école. Parce que moi, je suis attaché aux 3 circulaires de Jean Zay du Front Commun. Moi, dans mon bataille, j'ai été largement soutenu par les femmes des quartiers populaires d'origine maghrébine. Il y a eu d'ailleurs des sondages là-dessus très clairs, où elles souhaitaient la laïcité justement parce que c'était un point nécessaire pour l'égalité homme-femme dans leur quartier. La seule force que nous avons trouvée devant nous, la seule, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui était la seule opposition à la loi de 2004. Je ne parle pas au niveau de la presse, je parle de la véritable opposition par son action de lobbying vis-à-vis de l'État. Et j'ai mené cette bataille. Et je peux vous dire comment elle s'est passée. Tout ça, bien sûr, est dans un de mes livres. Mais je vous la résume rapidement. Lorsque il y a la mission Debré, qui
qui conclut l'interdiction des signes religieux visibles. À ce moment-là, la réalité vraie, c'est le lobby catholique qui interpelle Madame Chirac, qui en parle à Monsieur Chirac, et qui à ce moment-là crée la commission Stasi pour s'opposer à la mission Debré. Voilà. À ce moment-là se développe un nouveau débat sur l'année 2003. Bon. Jusqu'au moment, avec des gens qui disaient contre les signes religieux, il n'y a pas besoin de loi, etc. Bon. Jusqu'au moment où Jean-Paul Costa est arrivé, a été auditionné enfin le 17 octobre 2003, vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, et il a dit si vous ne faites pas de loi à partir du moment où il y a l'article 10 de la loi Jospin de 1989, à chaque fois que vous interdirez, eh bien, nous sanctionnerons la France. Le 18 octobre, le problème était réglé. C'est-à-dire qu'il y a eu une lutte, et dans cette lutte-là, la lutte des lobbies à l'intérieur, c'est l'Église catholique. C'est-à-dire l'Église catholique, aujourd'hui, elle se bat pour la confrérie de toutes les structures religieuses. Parce que c'est ça le fonctionnement qui se passe aujourd'hui. Quand il y a eu, par exemple, la loi sur la société de confiance, l'article 38, qui demande de changer la loi de 1905, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, aujourd'hui, elle n'a plus d'influence. Là, je partagerai votre point de vue, si c'est ce point de vue-là. Elle a de moins en moins d'influence sur la population qui se dit catholique. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Par contre, elle a une force colossale au niveau des lobbies. C'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on veut mettre un article, etc. Et préalablement à ça, ils se concertent avec le recteur de la mosquée de Paris, avec le rabbin, bon, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, celui de mon temps, c'était le rabbin Citruc, bon, etc. Bon, ils se concertent, et c'est le lobby catholique qui se bat pour le fait aujourd'hui que dans l'école, il y a plus d'argent public par tête d'élève dans l'école privée confessionnelle qu'à l'école publique. C'est le SGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique qui se bat pour les subventions aux écoles privées religieuses. Simplement, ils ont compris, par la faiblesse que vous avez remarquée, et là je partage votre point de vue, par le fait que s'ils veulent passer, ils en font un peu pour les autres. Voilà. Moi je vois par exemple, dans mon département, qui est ce département-là, il faut voir ce qui se passe. J'habite à 400 mètres d'une cathédrale, donc vous voyez à peu près où j'habite, parce qu'il n'y a qu'une cathédrale dans la Leva, financée sur fonds publics l'année dernière, au mépris de la loi de 1905. Un temple protestant aujourd'hui de 7 étages, qui sera financé sur fonds publics, les mosquées sur fonds publics, les synagogues sur fonds publics. Et ceux qui en bénéficient le plus, c'est qui? C'est toujours l'Église catholique. C'est elle qui, en termes financiers, aujourd'hui, bénéficie le plus par ses écoles privées des fonds publics et des entorses, je dirais, à la loi de 1905, je passe vite. Sur le problème de la laïcité, j'ai donné ma définition, donc votre critique me paraît juste, il faut la donner à ceux qui n'ont pas donné de définition à la laïcité. Maintenant, les gilets jaunes. Vous voyez, le problème, c'est que, moi je parle au nom du réseau éducation populaire, on fait 400 interventions par an. Bon. J'ai animé 3 assemblées de gilets jaunes, mais des grosses assemblées, et en zone rurale montagnarde. Hein. Bon. Et je peux vous dire que je ne me retrouve pas dans votre analyse des gilets jaunes. Les gilets jaunes, au contraire, mettent en avant le rassemblement populaire sans justement mettre en avant les distinctions des uns et des autres. Ah mais non, mais on est d'accord. Alors maintenant, maintenant Charlie. Alors je vais te dire, vous parlez Charlie, pas Charlie. Mais moi, franchement, pas mon problème. Moi, j'ai rien. Mais moi, je demande à personne d'être Charlie, je demande à personne d'être anti-Charlie. Bon. Donc, la question
c'est que il y a des instrumentalisations, là-dessus je pense qu'on devrait être d'accord, il y a des instrumentalisations qui existent. Simplement, voilà, quand il s'est passé l'assassinat de Charlie, bon, j'aurais aimé que la réprobation contre ces assassinats soit généralisée, ça n'a pas été le cas en France, je trouve ça scandaleux, mais après, être Charlie, pas Charlie, ce débat, moi je ne comprends pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est le chemin de l'émancipation, et moi je suis prêt à discuter avec ceux qui se disent anti-Charlie, comme ceux qui se disent Charlie. Voilà. Mais je n'instrumentalise pas ça. Maintenant sur l'Europe. Sur les divergences. Et non, il faut que je termine. Oui, oui, 2 minutes si tu veux bien. À 10 h, je vais avoir un problème. Et puis il y a une question. Oui. Alors, maintenant sur l'Union européenne. Moi, ce que je pense, c'est quand on a des divergences, il y a 3 types de divergences. Parce qu'il faut une typologie des divergences. Voilà. Il y a ennemi, adversaire, contradiction au sein du peuple. Voilà comment je veux. Il y a un ennemi, c'est l'extrême droite. C'était le cas pour moi au XXe siècle, contre les fascistes, le nazisme, les montées de l'extrême droite, etc. Et pour moi, c'est le cas aussi au XXIe siècle. Voilà, ça c'est un ennemi. C'est pour ça que je me méfie de ceux qui se disent souverainistes. Moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Bon, il faut donner des définitions. Bon. Après, j'ai l'adversaire, c'est le mouvement réformateur néolibéral, quelles que soient les organisations politiques. Et le reste, ce sont des contradictions au sein du peuple. Sur les contradictions au sein du peuple, il faut qu'on discute. Vous voyez là, on discute. On n'est pas d'accord, on discute, c'est bien. Mais on est 15. Sur 60 millions de Français. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer des lieux de discussion. Et les contradictions au sein du peuple, il faut les surmonter. On ne les surmonte pas en 15 minutes, et on ne les surmonte pas en jetant l'anathème sur les autres. Parce que l'affaire de Saint-Domingue, moi je suis, je le dis, un républicain. Et je m'appuie sur les militants, les responsables et les intellectuels républicains qui ont de tout temps condamné le racisme et le colonialisme. Oui, madame. Il y a eu d'ailleurs un rassemblement au moment de la Révolution française qui s'appelait la Société des Amis des Noirs. Bon, et là, Condorcet est intervenu par exemple dessus, simplement, ben, il a été battu politiquement. Au moment de la Troisième République, mais il y a une partie des républicains, qu'on appelait les républicains d'extrême gauche à l'époque, mais qui ont combattu Jules Ferry. Il y a des interventions anti-Jules Ferry de la part des républicains, et je ne comprends pas d'ailleurs qu'on chante cela. Il y a des attaques contre Jules Ferry. Jules Ferry a été une sorte de républicain colonialiste. Oui. Moi, je m'appuie sur les républicains qui ont soutenu Jules Ferry quand il a créé l'école des filles, et je soutiens les républicains qui ont attaqué Jules Ferry à l'Assemblée nationale, justement sur le colonialisme, et justement sur les affaires Saint-Domingue et autres. Parce qu'il n'y a pas eu que Saint-Domingue. Parce que quand il y a eu la Troisième République, il y a eu l'Algérie, il y a eu etc., etc. Donc, la question, c'est que, je le dis, pour moi, une seule race, la race humaine, mais je suis pour un anticolonialisme radical, un anti-racisme radical, et je trouve effectivement la lutte anticolonialiste de Saint-Domingue de 1791, je la juge. Bon, mais vous me dites, j'en ai pas parlé, mais j'ai pas parlé de toutes les luttes du monde. Bon, vous n'avez pas le droit, dans une réunion comme ça, de m'en vouloir, parce que sinon, il faut que je vous retienne jusqu'à 6 h du matin demain matin. Alors, autre chose que je voudrais dire, et c'est dommage parce que
c'est par rapport à une question que posait... Comment ? André. Bon. Je pense que l'Union européenne, je l'ai dit, hein, je pense que là-dessus, l'Union européenne et la zone euro est un carcan contre toute politique progressiste. Voilà. Et donc, mon camarade qui était ici, tu m'as rappelé son nom, hein, me dit, ouais, mais il y a d'autres choses, il y a la grève générale, il y a tout ça, etc. Bon. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quel est le problème politique dans lequel nous sommes? C'est que les gens qui se disent d'accord avec moi sur le fait suivant. C'est-à-dire que l'Union européenne et la zone euro sont un carcan pour toute politique progressiste. Eh bien, le malheur, c'est qu'ils n'arrivent pas à rassembler le peuple sur cette base. Donc moi, la question politique que je pose, c'est pourquoi? Vous savez, le problème qu'il y a, moi je suis pour la maxime 267 de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld disait dans sa maxime 267 la chose suivante. Il disait, quand il y a un crime, il y en a qui sont contents simplement parce qu'on a un coupable, le coupable du crime. Mais ils ne s'intéressent pas à examiner le crime, c'est-à-dire à déterminer les causes du crime. Et il faut déterminer les causes. Et cette cause-là, c'est pourquoi ceux qui disent il faut sortir du carcan n'arrivent pas à rassembler. Mais moi, c'est une question politique majeure. Alors, j'ai une piste pour sortir de ça. Pas une solution. Une piste. Et je vais citer donc un homme célèbre pour aller vite, c'est Antonio Gramsci. Parce qu'Antonio Gramsci, par rapport à toutes les grandes bifurcations politiques et sociales du monde, il a trouvé, c'est dans ses carnets de prison, que j'ai lu entièrement, parce que ça mérite d'être lu, voilà, et qui dit la chose suivante. Il n'y a jamais eu de transformation sociale et politique, de révolution, de bifurcation, quel que soit le mot qu'on emploie, si préalablement il n'y a pas eu une victoire d'une nouvelle hégémonie culturelle. Et il montre, au niveau de la Révolution française, que début 1789, il y a une victoire d'une nouvelle hégémonie culturelle et il n'y a plus qu'un. Voilà. Et c'est pareil pour la Révolution russe. C'est dommage que mon ami, mon camarade ici, n'est pas là, parce que c'est pareil pour la Révolution russe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans un pays comme la France, et c'est pour cela que la gauche est ultra divisée, c'est parce que la gauche française, toutes les gauches françaises, sans exception, vous voyez, à la limite je vais être dedans, bon, elles ont oublié la bataille culturelle. Voilà, c'est-à-dire la définition des mots, etc. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on dit il faut baisser les charges pour que les entreprises puissent être compétitives. Voilà, baisser les charges. Alors que les charges, c'est les cotisations sociales, et que les cotisations sociales, c'est un bienfait pour l'humanité. Je t'arrête une seconde. Alors, il me reste 5 minutes pour vider la salle, mais je voulais entendre la remarque. Je veux juste rebondir sur la révolution Saint-Domingue, parce que je pense qu'il y a des aspects de la lutte, de quoi faire, comme tu disais au départ, quoi faire, qu'on ne prend pas en compte parce qu'on a l'habitude de ne pas les prendre en compte, tout comme on n'a pas l'habitude de parler de cette révolution, tout comme on n'a pas l'habitude de parler d'Hollande de gauche qui faisait aussi partie de la société des abus des Noirs et qu'on cite souvent Condorcet. Et je pense que quand tu disais l'articulation entre le genre, la lutte des classes, la lutte des races, elle est réelle et qu'il faut vraiment prendre tous ces aspects en compte, c'est ce qu'on ne fait pas assez dans notre façon, dans notre réflexion, notre façon d'anticiper, de voir les choses pour l'avenir. C'est ce qu'on ne fait pas assez, c'est ce qui fait qu'on est toujours dans des impasses, parce qu'on n'articule pas les choses les unes avec les autres, alors que c'est la même chose, c'est la même lutte, tout ça. Et finalement, quand j'entends les uns et les autres parler, mais voilà, arriver à opposer des termes, des concepts, sans se poser vraiment la question de ce qui nous lie, et de toutes ces petites luttes qui sont les unes à côté des autres, on entend parler de plus en plus de femmes qui se rebellent,
qui dénoncent des affaires de harcèlement et autres, mais ce n'est pas différent d'autres luttes qui ont lieu en parallèle. Il faudrait arriver à regrouper tout ça dans des débats, parce que sinon on en reste toujours à piétiner un peu dans notre combat, alors qu'en regroupant les éléments et en se rappelant historiquement, justement, il y a eu des femmes qui étaient dans les combats contre l'esclavage, contre ceci, que la révolution de Saint-Domingue a été un peu passée sous silence dans tout ce qu'on peut entendre à présent. J'ai même entendu des arguments disant que oui, mais ça a été une révolution qui a réussi sur le moment, mais alors maintenant tu vois l'état d'Haïti, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une réussite? Voilà. Il y a des tas de choses qu'il faudrait prendre en compte, et d'arguments et de luttes qu'il faudrait rassembler pour pouvoir avancer. Et il me semble qu'on ne le fait pas assez et qu'on reste encore sur des choses, des fonctionnements dont on a l'habitude, dans lesquels, pourtant on voudrait en sortir, on voudrait avancer, mais il y a des fonctionnements dans lesquels on est ancré malheureusement, qui font qu'on n'avance pas suffisamment. Il faudrait avoir une vision plus ouverte des choses pour réellement progresser. Parce que Ramsey, moi, tout le monde a pas parlé, c'est évident. Et non, bah moi, mais rapidement, enfin, c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai essayé. En fait, justement, l'idée de mon livre, c'était que la réponse à la question qu'a posée Bernard, pourquoi on n'arrive pas justement à se fédérer, et ben c'est ce que vous avez, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait on n'arrive pas à articuler ces différentes luttes. Et une hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait ça a été pensé par nos dirigeants, justement pour nous diviser, en fait, pour nous faire oublier ces mémoires communes, ces combats communs. Et ce qu'on a ressenti en fait dans les gilets jaunes, dans la rue, je pense que c'est la même chose qu'ont ressenti les révolutionnaires français, les révolutionnaires haïtiens, c'est-à-dire qu'on est le peuple, et qu'on est tous ensemble, et qu'on est unis par le fait qu'on subit la même domination. À la base, on est dirigé par les mêmes personnes. Et c'est ça qu'on nous fait oublier jour après jour, que les médias nous font oublier jour après jour, et en fait ça fait du bien, mais Bernard a dit tout à l'heure qu'on n'est pas très nombreux, mais n'empêche, peut-être la vidéo sera vue, et en fait c'est une idée qui actuellement est en train de parcourir tout le pays, que finalement on nous a divisés sur des combats, alors que finalement on peut se fédérer, on peut s'allier, on peut réussir à surmonter ces différents problèmes à travers l'idée de la souveraineté populaire, c'est-à-dire de reprendre le contrôle à toutes les échelles possibles. C'est-à-dire que dorénavant, les femmes, elles baissent plus les yeux, y compris dans les organisations militantes, parce qu'il y a des problèmes de harcèlement ou autre, elles le dénoncent, elles n'acceptent plus ces dominations. Les gens ne baissent plus les yeux. Merci. Et des gens se soulèvent et veulent ce pouvoir à toutes les échelles possibles. L'échelle individuelle, l'échelle de la ville, l'échelle nationale, c'est dont j'ai parlé dans mon ouvrage. À mon avis, j'insiste dessus parce que c'est le thème de la soirée, je vais pas conclure dessus. À l'échelle européenne, c'est pas possible parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'est l'Europe. D'ailleurs, on a dit peut-être qu'il y a la Méditerranée dans l'Europe. Et si on met la Méditerranée, pourquoi on ne prend pas aussi les pays d'Afrique? Et en fait, donc finalement, c'est le mot Europe qu'il faut laisser tomber, qu'il faut remplacer par la fraternité entre les différents pays et la coopération entre peuples souverains. Mais bon, je voudrais par rapport à ce que vous dites. Parce que si vous aviez, par exemple, venu au stage de formation que je fais sur l'histoire populaire, je passe plus de 2 heures sur Saint-Domingue. Mais il faut me donner du temps. Voilà. Alors, il faut réinviter, voilà. Mais je vais vous dire pourquoi il y a un problème. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais citer une citation d'Ouria Butelja dans un livre qui s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous ». Déjà un titre comme ça. Elle dit « Si une femme noire est violée par un homme noir, elle ne doit pas porter plainte. Si une femme blanche est violée par un homme blanc, il faut qu'elle porte plainte. Parce que, comme les Noirs sont dominés, il faut que les femmes protègent l'ensemble de la communauté noire. » C'est par rapport à des phrases comme celle-là, celle d'Ouria Butelja, qui a fait un livre dont le titre « Les Blancs, les Juifs et nous ». C'est-à-dire, nous, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas blancs et juifs. Pour moi, c'est l'horreur. C'est la coupure de l'humanité, c'est ça que j'appelle la lutte des races. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec Ouria Butelja, mais je remarque
qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils sont en désaccord. Moi, je le dis devant caméra, que je ne suis pas d'accord avec Houriya Boutedja, et je pense que le livre d'Houriya Boutedja est un livre raciste. Donc, si on veut lutter contre le racisme, il est d'abord absolument nécessaire de lutter contre tous les racismes, y compris contre le racisme qui est à l'intérieur du livre d'Houriya Boutedja, qui a, je dirais, beaucoup, de soutien, pour ne pas dire plus, dans l'extrême gauche et la gauche française. Voilà. Donc, là-dessus, pour pouvoir régler ces problèmes-là, et je vais conclure, hein, il faut du débat. Moi, je suis un éducateur populaire, et rien d'autre. Moi, je suis pour l'éducation populaire. Je suis pour que chacun de ces points dont on a discuté ici, je suis pour chacun des points de faire une réunion de 3 heures. Et comme on a discuté de 40 points, eh ben, il faut 40 fois 2 ou 3 heures. Et il faut avoir le courage de construire des lieux où on peut discuter. C'est pour ça que je suis content qu'on ait pu discuter là, même si on est 15 personnes. J'aurais préféré qu'on soit le double, le triple, le quadruple. J'aurais préféré que ça soit aussi nombreux que les assemblées citoyennes de Gilets jaunes que j'ai animées à leur demande. Voilà. Mais d'une certaine façon, il faut discuter, il faut débattre. Ce qui est aujourd'hui la chose la plus grave, c'est qu'on ne débat plus. Tout se fait par rapport à ce qui se passe à la télévision. Vous voyez? Alors à la télévision, c'est simple. Moi, je me rappelle d'une émission qui s'appelait C'est en l'air, comment? Ah, c'est dans l'air. C'est dans l'air, où il y avait 4 experts qui devaient parler de quelque chose. Ils étaient tous macroniens. Tous. Voilà. Qui représentaient donc les 20%. Voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus nous satisfaire d'être brinque-ballés, pilotés par les médias télévisuels. Il est absolument nécessaire qu'il y ait débat. Chaque fois qu'il y a des débats, il y a une victoire populaire. La dernière à laquelle j'ai participé, c'était la bataille des 700 réunions publiques contre le traité constitutionnel européen avec le vote du 29 mai 2005. Nous avions organisé 700 débats en quelques mois. Et là, 700 débats dans toute la France, oui, alors là, on a rencontré énormément de monde. Et j'ai la faiblesse de penser que c'est ces 700 réunions qu'on fait basculer. C'est pas les grands meetings centraux où il y avait les grands HMCU de chaque organisation avec les militants patentés qui étaient obligés de faire la claque quand leurs dirigeants parlaient. Voilà. Non. Il faut travailler, je dirais, à l'intérieur de la population, à l'intérieur du peuple. Discuter. Des réunions comme ça, il faut en faire plein et donner plus de temps. Donc peut-être moins de sujets et faire des cycles sans ça. Il faut des cycles. Vous voyez, la bataille pour une hégémonie culturelle en Russie, ça a duré plus de 50 ans. La bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle en France, entre 1740 et 1788, elle a duré 40 et quelques années. Voilà. C'est à cette échelle-là qu'il faut travailler. Voilà ce que je voulais dire en dernier lieu. Parce que on est tous de cultures différentes. On a tous des formatages. Il faut qu'on puisse discuter, bien évidemment. Et là-dessus, il faut absolument pouvoir discuter avec tous ceux, avec tous. Vous voyez, quand nous, on nous a demandé d'expliquer ce qu'est la laïcité en Algérie, eh ben, on a été l'expliquer à Alger. Hein. C'était en 2011-2012.
Voilà. Aucun problème. Mais il faut discuter. Voilà, le gros problème de ça, c'est qu'il faut discuter. Et sur les affaires, il faut pouvoir balayer devant toutes les portes. Oui, il y a eu des républicains colonialistes et ils doivent être combattus. Oui, il y a eu des républicains racistes et il faut qu'ils soient combattus. Mais il faut reconnaître, si on est, parce qu'il n'y a pas que Saint-Domingue, il y a aussi les républicains anticolonialistes et les républicains antiracistes qui existent, qui se sont battus. Hein? Pas dire que Audin, ça soit quelqu'un... Bon voilà. Audin, c'est un républicain anticolonialiste et antiraciste. De ce point de vue-là, il faut nous donner la possibilité, nous, de nous référer à Audin, de nous référer à ceux qui ont mené la lutte en 1791. Parce que nous avons des républicains qui n'ont aucune alliance avec les républicains racistes et les républicains colonialistes. Mais on est attaché à la laïcité, à la République. Bravo. Juste le problème, en fait, c'est de définir le mot républicain. Quand vous avez dit qu'il y a des républicains racistes, oui. C'est ceux qui sont des institutions républicaines, mais un autre. Non, alors je vais te dire, excuse-moi de te couper, Ramzi. C'est les institutions républicaines. C'est que pour moi, la 5e République, elle n'est pas républicaine. Non, mais là, c'est la 3e République. Non, pas la 3e République. La 3e République, ce qui s'est passé, effectivement, là j'ai une position différente. Je pense qu'il y a des avancées, il y a eu des avancées républicaines, notamment l'école pour les filles, notamment la lutte sur l'affaire Dreyfus, la loi sur la laïcité, le chômage payé, le début des retraites, l'impôt sur le revenu, enfin, tout ça, ça compte. Mais il y a les zones d'ombre. Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas parler des zones d'ombre. C'est comme la Révolution française. Un type comme Lafayette, qu'est-ce que fait Lafayette? Lafayette, il est du côté de la première révolution. Et qu'est-ce qu'il fait le 17 juillet 1791? Qu'est-ce qu'elle dit ça? Eh bien, vous avez raison. Il tire sur le peuple. Voilà. Et c'est républicain. Eh bien, ça veut dire... Qu'est-ce qu'un républicain? Eh bien, ça veut dire... Alors, je vais te le dire, je vais te répondre. Bon, je ne vais pas encore te dire que c'est des réponses dans mon livre, mais mon avis est la suivante. Pour moi, la République, c'est un ensemble de principes. Donc, je suis effectivement, à un moment donné, ça a été liberté, égalité, fraternité. J'estime pour ma part que la République sociale, aujourd'hui, c'est pas 3 principes, mais 10. C'est-à-dire qu'on doit adjoindre de nouveaux principes. Voilà. Et peut-être faire 12, 15 principes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la période de 1848 qui crée la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. On n'est plus à cette période-là. On n'est plus à cette période-là parce qu'il y a eu les luttes anticolonialistes, parce qu'il y a eu des luttes antiracistes, parce qu'il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé à un moment le mouvement ouvrier, etc., etc. On est dans une autre dimension, un autre pays. À partir de ce moment-là, il faut rajouter des principes, et ceux qui veulent en rester simplement aux 3 premiers principes, eh bien, ils deviennent des conservateurs et bientôt des réactionnaires. C'est ce qu'expliquait le vieux barbu du 19e siècle. On est... Parce que moi j'ai un problème avec l'oreille. Oui, il y a donc j'arrête. Normalement, j'ai le même pas.